Ok, on continue. Dernière petite capsule sur la loi normale et les lois dérivées, qui encore une fois va nous servir beaucoup par la suite. Donc, on avait vu la loi normale dans la capsule précédente, et là, on attaque la loi du qui 2. Donc, la loi du qui 2, ça va être une loi qui apparaît assez naturellement quand on a des lois normales. Alors, je suis désolé, je l'ai défini un peu à l'envers, un peu comme on le fait dans des bouquins de stats. C'est un peu stupide, mais voilà. Une loi normale. Voilà. Peut-être qu'au niveau des slides, je vais vous les faire à l'envers. Tiens, je vais commencer par la fin. Une loi du qui 2, c'est quoi? En fait, une loi du qui 2, c'est une loi qui apparaît quand on somme des carrés de normale. Okay, donc, c'est pour ça qu'il y a un petit 2 qui apparaît ici. Okay, donc, on appelle ça qui 2. Okay. Et en fait, c'est juste que si jamais vous. Donc, au niveau typographique, c'est effectivement assez proche des x au carré. Okay. Donc, si jamais vous sommez des lois normales, donc si jamais vous avez des lois N01 indépendantes, okay, que vous en prenez nu, dans ces cas-là, la somme pour i égale 1 à n à nu, pardon, des xi à la 2, ben, ça va suivre une loi du qui 2 à nu degré de liberté. Okay. Donc, si jamais vous avez une seule loi normale, N01, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que x2 suit une loi normale, suit une loi du qui 2 pardon, à 1 degré de liberté. Si jamais vous avez deux lois normales indépendantes, x2 plus y2, ça suit une loi du qui 2 à 2 degrés de liberté, etc. D'accord. Donc, les lois du qui 2 apparaissent alors, à deux conditions, et j'insiste un tout petit peu là-dessus. Il vous faut des variables qui soient centrées réduites. Donc, les lois normales doivent être de moyenne 0 et de variance 1, et elles doivent être indépendantes. Okay. Donc, si vous avez des lois du qui 2, des lois normales centrées réduites indépendantes, quand vous sommez les carrés de ces variables-là, vous obtenez une loi du qui 2. C'est comme ça qu'on va le caractériser. Moi, je vous le mets comme une propriété, mais ce n'est pas très grave. C'est comme ça que ça va être construit. Okay. Alors, en fait, ça nous fait penser un petit peu à ce qu'on avait pour les lois binomiales. Je vous rappelle, ce que je vous disais, c'était les xi suivent des binomiales BP. Dans ces cas-là, on va récupérer, si jamais je vous fais la somme des xi, on va récupérer une loi binomiale BNP. Okay. Donc, si jamais vous avez deux lois binomiales indépendantes avec les mêmes probabilités P, dans ces cas-là, on récupérait le fait que la somme de deux lois binomiales était une binomiale. En fait, ça va être pareil ici pour les lois du qui 2, dans le sens où si jamais vous avez une première loi du qui 2, donc en gros, ça veut dire que x, c'est une somme pour i égale 1 à mu des xi carré. Puis ici, j'en ai d'autres. Donc ici, ça va être une somme de yi au carré pour i égale 1 à nu. Dans ces cas-là, j'ai qu'à regrouper mes deux sommes. Ça va me faire une somme qui va jusqu'à mu plus nu de loi normale au carré. D'accord. Donc, je prends les z qui sont d'abord les x, puis après les y. Et donc, je récupère des sommes des z i carré. Et donc, c'est assez logique. En fait, si jamais vous sommez des lois du qui 2, de récupérer encore une loi du qui 2. Okay. Donc, cette propriété, on la retrouvera pas mal par la suite parce que voilà, les lois du qui 2, ça va apparaître en gros quand on va faire des calculs de variance. Okay. La somme des xi carrés, la somme des carrés de nos objets, c'est quand on calcule une variance. Okay. Donc, ça va être assez logique de voir apparaître cette loi du qui. Donc, voilà un peu la manière dont je voulais vous les définir. Donc, ce n'est pas forcément la manière la plus propre parce que je le définis par sa propriété, mais c'est sûrement plus intuitif. En fait, on peut trouver sa distribution. Donc, la densité, elle est là. Je vous la donne. Je ne vous demande pas de la prendre. Mais voilà, souvenez-vous juste qu'on a quelque chose de la forme suivante. Alors, j'aurais peut-être juste l'expliciter. On a quelque chose en x puissance nu sur 2 et on a une exponentielle de moins x sur 2. Voilà. Donc, souvenez-vous juste, donc cette chose-là, c'est ce qu'on appelle une loi gamma, en fait. En fait, les lois gamma sont des lois pour lesquelles on a du x puissance un certain coefficient et une exponentielle de un autre coefficient multiplié par x. D'accord. Donc, j'ai un produit, j'ai une puissance de x et j'ai une exponentielle de x. Okay, donc, dès que vous faites ce produit, vous êtes dans ce qu'on appelle les lois gamma. Et cette loi du qui 2 en est une un peu particulière pour lesquelles en fait, le coefficient qui apparaît en puissance est en fait un demi-nombre entier quelque part. D'accord. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails sur cette forme-là. C'est assez moche. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ressemble à une distribution qui est comme ça. Donc, c'est une distribution qui commence en 0 puis qui va s'étaler tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est une distribution du qui 2. Okay. Petit point important, alors j'aurais peut-être dû le mettre en plus gros. L'espérance d'une loi du qui 2, c'est précisément nu. Alors, pour s'en convaincre, c'est assez facile. X, on avait dit que c'était une somme de xi2. Okay. Et les xi, ça suivait des lois normales N01. Donc, petit point intéressant, l'espérance des xi au carré, c'est la variance de xi.
Donc, ça vaut 1. Okay. Donc, ça marche parce que je suis sur une variable qui est centrée. Je vous rappelle, l'espérance de xi à la 2, normalement, c'est la variance de x plus l'espérance du carré. Et comme l'espérance du carré c'est 0 puissance 2, ça saute. Okay. Donc, l'espérance de mes xi, ça vaut 1. Les xi carrés vaut 1. Et donc, là, j'utilise le fait que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc, l'espérance de x, c'est la somme des espérances des xi à la 2. Et comme ça vaut 1, je me retrouve à sommer nu fois 1. Et donc, forcément, ça vaut nu. Okay. Donc, il n'y a pas de souci, ça marche. Pour la variance, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait calculer les variances des puissances 4 pour une loi normale. Il s'avère que ça a une forme un peu particulière, puisque ça correspond à 2, peu importe. Mais voilà. Donc, on a des choses qui sont quand même relativement cool. Et donc, on a des choses, voilà. Souvenez-vous juste quand même que l'espérance de x, quand vous avez une loi du qui 2, enfin, l'espérance d'un qui 2, c'est ses degrés de liberté. Nu, c'est ce qu'on appelle les degrés de liberté. Voilà. On verra réapparaître ce nom plus tard par la suite. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas encore d'outils pour vous légitimer ce genre de mot. Okay. Donc, première loi importante, qui 2, qui a nu degré de liberté et d'espérance nu, et qui correspond en fait à une somme de lois normales indépendantes élevées à la 2. Okay. Donc ça, c'est un qui 2. Alors, petit point intéressant, qu'est-ce qui se passe si jamais je somme des choses qui ne sont pas des lois normales mu sigma 2? Alors, en fait, j'ai peut-être oublié une étape importante, c'est que si jamais j'avais travaillé sur 1 sur sigma 2, la somme des xi moins mu au carré, cette chose-là, on peut montrer que ça suit une loi du qui 2 à nu degré de liberté. Donc ça, c'est relativement facile. En fait, je ne l'ai pas écrit parce que c'était relativement évident. C'est que cette chose-là suit effectivement une loi normale 0 sigma 2. Et en divisant par ce sigma, dans ces cas-là, je suis bien sur des lois N01. Donc, il n'y a pas de souci, ça marche, ça fait bien des lois normales centrées réduites. Okay. Et donc, la somme de ces xi moins mu au carré, ça suit une loi du qui 2 à nu degré de liberté. Alors, forcément, il y a une petite typo. Voilà. Si jamais je m'intéresse à la variance, okay. La variance, il s'avère qu'on ne fait pas la somme des xi moins mu, parce qu'en fait, généralement, on ne connaît pas mu. En statistique, on ne connaît pas les paramètres, on les estime. Okay. Donc, si jamais je remplace mu par x bar, cette grandeur-là, ça ne suit pas exactement une loi du qui 2 à n degrés de liberté. Ça suit une loi du qui 2 à n-1 degré de liberté. Okay. Donc, on perd un petit quelque chose. Et c'est lié au fait à la propriété suivante. Alors, je vous le démontre avec les mains, juste pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient. Pour le démontrer tranquillement, ce n'est pas très compliqué. Je dis juste que ce x moins mu au carré, je vais le décomposer. Je vais dire que c'est du x moins x bar plus x bar moins mu. Okay, donc ça, c'est une astuce classique en maths où on va séparer. Okay, ensuite, j'utilise l'identité remarquable pour dire ça, c'est A, ça, c'est B. Okay, j'utilise le fait que ça, c'est A au carré plus B au carré plus 2AB. Okay. Il s'avère que le 2AB va s'en aller parce que tout simplement, cette variable-là, elle est centrée. La variable B, la somme de ces choses-là vaut 0. Okay. Donc, en gros, ce qui va me rester, c'est les termes en A carré, les termes en B carré. Et donc, je récupère le fait que cette somme-là, je peux l'écrire comme la somme des xi moins x bar au carré. Et il va me rester cette somme au carré aussi qui va disparaître. Et comme cette chose-là, alors, nous, ce qu'on avait dit, c'est que la partie de gauche, elle suit une loi du qui 2 à nu degré de liberté, n degré de liberté, pardon. Cette variable-là suit une loi du qui 2 à 1 degré de liberté. Si jamais vous vous souvenez de ce que j'avais dit tantôt, j'avais dit, si jamais vous avez une qui 2 à n-1 degré de liberté, puis vous rajoutez une qui 2 à 1 degré de liberté qui est indépendante, alors ça va suivre une qui 2 à n degré de liberté. Okay. Je ne le fais pas proprement, mais en gros, c'est logique en fait. C'est logique parce que c'est ça qui se cache derrière comme propriété. Okay. Cette loi, encore une fois, je réinsiste, cette loi qui était à n degrés de liberté, ici j'ai un qui 2 à 1 degré de liberté, ça veut dire que la valeur qui reste ici, qui correspond à celle-là, est à n-1 degré de liberté. Donc on perd un petit quelque chose, et donc on est sur du n-1 degré de liberté. J'ai mis 3 étoiles parce que je ne vous demande pas de comprendre la démonstration, mais juste de vous souvenir qu'on perd un degré de liberté quand on regarde la distribution de cette grandeur-là, ce Sn carré, donc, qui n'est pas exactement l'estimateur de la variance, mais on voit qu'on n'est pas très très loin de l'estimateur de la variance. Okay. Deuxième distribution.
Donc, cette première distribution, la loi du Qui2, elle avait été introduite par Carl Pearson, là encore grande école statistique anglaise. Ici, on est sur un étudiant, un student, qui en fait n'était pas exactement un étudiant, c'était un William Gossett, qui travaillait à l'époque chez Guinness, en Irlande, à Dublin, mais qui n'avait pas vraiment obtenu l'autorisation de publier ses travaux, donc il l'avait fait de manière anonyme, et donc il avait signé les lettres qu'il envoyait à l'Académie royale de statistiques, en signant student, juste pour donner ses résultats. Donc là encore, je parle de la densité pour vous l'expliquer. Je vais peut-être refaire un peu pour la loi, comme la loi du Qui2, je vais le faire à l'envers. Si jamais j'ai une loi normale centrée réduite, si jamais j'ai une loi du Qui2 et que les deux sont indépendantes, alors si jamais je m'intéresse à cette grandeur-là, qui est tout simplement le ratio entre une loi normale et une racine carrée d'un Qui2 divisé par les degrés de liberté, alors je vais tomber sur une loi qui va s'appeler une loi de Student. Okay, ça paraît un petit peu bizarre et un petit peu anecdotique, mais en fait, il s'avère que c'est très utile. Essentiellement parce que, si vous vous souvenez de ce que je racontais juste avant, on travaillait sur ce SN carré. Et ce SN carré, je vous ai dit, ça fait vraiment penser à de la variance, quoi. La variance, on voit apparaître une loi du Qui2. Et donc, ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une loi normale au numérateur et en bas une racine carrée de variance, quoi. Ça, c'est des choses assez classiques. C'est ce qu'on fait en permanence quand on s'entraîne en réduit, en fait. Okay, donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, c'est le petit théorème qui est en bas. Si jamais vous avez des observations qui suivent des lois mu sigma carré, donc si jamais vous avez n observations qui suivent des lois normales mu sigma carré, mais forcément, vous ne connaissez pas mu, vous ne connaissez pas sigma. Okay, en particulier, vous ne connaissez pas sigma. Si jamais vous remplacez sigma par sa variance, en fait, si jamais je vous disais x bar moins mu racine carrée de n, x bar moins mu divisé par sigma, ça suit une loi n0. La question que se posait Student, c'est qu'est-ce qui se passe si je remplace sigma par un estimateur? Qu'est-ce qui se passe si je remplace ce sigma, cet écart-type, par l'estimateur normal de cette densité? Okay, donc, en fait, c'est tout simplement cette grandeur-là. C'est la racine carrée de la variance empirique. Okay, ce que montre Student, c'est tout simplement que si jamais vous vous intéressez à cette grandeur-là, ça a une loi. Et en fait, cette loi, c'est ce qui s'appelle la loi de Student à n-1 degré de liberté. Okay, donc, jusque-là, il n'y a rien de trop révolutionnaire. Enfin, en tout cas, il donne un nom à cette loi. L'avantage, c'est qu'on a sa densité. Et donc, c'est ce que raconte le slide précédent. En fait, on a une loi dont on connaît la densité, qui est cette chose-là. On sait que c'est une loi qui est centrée. Et on a en plus la variance. La variance étant nu sur nu-2. Okay, donc, cette chose-là va tendre vers 1 quand nu tend vers l'infini. Okay, donc, on peut le noter au passage. Okay, et ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez cette distribution, en fait, elle ressemble pas mal à une loi normale. Okay, alors, juste pour être un peu plus clair, en fait, je vous l'ai faite avec, ici, de mémoire, on a un nu qui est relativement raisonnable, peut-être nu égale 20. Ici, je dois être avec du nu égale 3. Donc, on voit qu'on peut atteindre des valeurs un peu plus extrêmes qu'avec une loi normale, mais ça ressemble beaucoup à une loi normale. En fait. La courbe en très plein, c'est la densité de la loi de Student. La courbe en pointillé, c'est la loi normale. Okay, donc, la courbe en pointillé, c'est la loi N01. Donc, on voit que cette loi ressemble beaucoup à une loi N01, mais c'est logique. C'est marqué juste après. Si jamais je divisais par sigma, j'aurais une loi normale N01. Si jamais je ne divise pas par sigma, mais par un estimateur, dans ces cas-là, j'ai une loi de Student. Okay, mais on imagine que c'est un peu marginal, quoi. Ça ne devrait pas changer de tant que ça la loi. Et effectivement, si jamais vous avez beaucoup d'observations, en fait, cette chose-là, ça ressemble beaucoup à une loi N01 si n est grand. Okay, donc, c'est juste que Student s'était dit, si jamais je n'ai pas beaucoup d'observations, qu'est-ce que je peux dire sur cette grandeur-là? Cette grandeur-là, ce n'est pas exactement une loi normale. Il y a une petite correction à faire, en particulier quand vous avez 2, 3, 4, 5 observations. Après, j'avoue qu'en 2022, dire on fait des stats avec 5 observations, c'est devenu assez exotique. Mais voilà. À l'époque, en tout cas, avoir très peu d'observations permettait quand même de faire des statistiques. Et des fois, ça peut être intéressant. Encore une fois, il y a pas mal de cas où on fait des stats avec peu d'observations, en particulier dans des histoires criminelles ou ce genre de choses, où on a peu d'observations, mais on a quand même envie de dire des choses qui ne soient pas trop stupides. Okay. Dans ces cas-là, il faut se souvenir qu'on a cette loi de Student. Et encore une fois, on va revenir là-dessus. Je vous les présente, mais on les verra réapparaître plus tard par la suite. Et la dernière loi, je mets 3 étoiles parce qu'elle va être un peu anecdotique et je n'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, c'est la loi de Fisher. Donc Fisher est une autre grande figure de la statistique, Ronald Fisher.
Lui, ce qu'il avait essayé de regarder, c'était des lois un peu différentes. Alors encore, je vais repartir de la définition. C'est que si jamais vous avez deux lois du Ki 2 qui sont indépendantes, dans ces cas-là, si vous faites le ratio des lois du Ki 2, vous allez obtenir une loi qu'on peut décrire, c'est cette loi de Fisher. Okay, donc, ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est qu'une loi de Fisher, c'est un ratio de loi du Ki 2. Okay, avec des corrections sur les degrés de liberté. Mais en gros, c'est ça. Vous avez deux lois du Ki 2, vous faites deux lois du Ki 2 indépendantes. Si vous faites les ratios, vous avez normalement des lois de Fisher. Donc, l'avantage, c'est qu'on a une loi dont on connaît la loi, qui est très, très moche. Je ne vous demande même pas de la regarder. Mais voilà, ça ressemble à ça. D'accord. Donc, on peut avoir leurs espérances et leurs variances. Donc, ça vous fait des lois. Mais voilà, sachez juste que on maîtrise à peu près toutes ces lois qui vont être déviées autour de la loi normale, en particulier des carrés de loi normale, des lois du Ki 2. Donc, quand on fait des sommes du Ki 2, on reste sur du Ki 2. Des ratios de Ki 2, ça va être un peu différent. Ça va être cette loi de Fisher. Okay, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On le verra quand on en aura besoin. Je vous dirai juste que c'est une loi de Fisher, mais on s'en fout un petit peu. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ce qu'on peut montrer, c'est que la loi de Fisher a des liens avec les carrés d'une loi des lois de Student, et en particulier sur les quantiles. Donc, c'est possible de passer des quantiles de l'un au quantile de l'autre. Mais là encore, on sort largement du cadre de ce que je voulais vous faire. Mais vous pouvez le voir ici. Le quantile a 95% d'une loi de Fisher de paramètres 1 et 10. Si on a deux paramètres, qui sont en fait les deux paramètres de votre loi du Ki 2, ben, ça correspond à un quantile de loi de Student avec 10 degrés de liberté que j'élève à la 2. D'accord. Donc, il y a un lien très fort entre les racines carrées des quantiles de Fisher et les quantiles de loi de Student. Je ne rentrerai pas là dans les détails. Je pense que c'est largement hors programme par rapport à ce qu'on va faire. Mais c'est juste qu'on va le voir apparaître. Voilà. Et si je vous le légitime, ce ne sera pas une coïncidence quand on le verra apparaître, quand on fera des tests par la suite. C'est fondé. Et voilà, c'est juste le fait qu'il y a des liens forts entre cette loi du Ki 2 et cette loi de Student. Je m'arrête là et puis je vous laisse digérer un petit peu toute cette matière.